Bonjour à tous, je suis Romain de Dougs, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui donc pour vous présenter ce petit webinaire destiné à l'information sur toutes les informations dont vous avez besoin pour une création de société. Donc je suis vraiment désolé, on a démarré avec 2 minutes de retard, petit souci technique parce que c'est le premier, voilà. Donc comment ça va se passer? Je suis avec David, aujourd'hui notre responsable de service juridique, qui va allumer sa caméra, elle va nous faire un petit coucou pour se présenter. Voilà, il est là. Bonjour tout le monde. Donc du coup, comment ça va se passer? On va vous mettre un petit PowerPoint, quelques diapositives, etc. pour vous présenter tout ça, que vous ayez une jolie présentation visuelle hein, et qui vous sera envoyée après en copie dès que le webinaire sera terminé. Mais évidemment, le principe, c'est que c'est un live. Hein. C'est pour ça qu'on est là. Donc, n'hésitez surtout pas à poser vos questions pendant la présentation. On va voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce qu'on fait la présentation, les questions ensuite, ou un petit peu les questions au fur et à mesure, voilà. Je vais m'occuper un petit peu du chat hein, qui est à votre disposition. Comme ça, David pourra se concentrer sur la présentation. Je lui lirai les questions au fur et à mesure. Donc, si tu es OK, David, tu n'as plus qu'à envoyer la présentation. Et on est parti. Allez, on est parti. J'envoie la présentation. De charger le PDF et ça va démarrer. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Et voilà. Ok, très bien tout le monde. Du coup, bonjour à tous. Je suis ravi d'être là avec vous. Encore désolé pour ce petit contretemps technique. Voilà, donc on va pouvoir voir ensemble aujourd'hui comment on peut créer sa société eh bien, en direct. Donc là, on va faire le point aujourd'hui sur les informations principales que vous avez besoin de connaître pour vous lancer dans la création de votre société. Donc, comme l'a dit Romain, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est mon premier webinaire, mais on va faire en sorte pour que tout se passe bien. Et je vais essayer, promis, de répondre à toutes les questions, toutes celles qui pourront venir. Voilà. Bonjour Pascal, qui nous rejoint. Hop, rapidement, je me présente. Alors là, c'est la photo de Patrick, mais rapidement, je me présente. Donc, je suis David du service juridique. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est moi qui vais vous accompagner pour cette partie création des sociétés. Un rapide sommaire pour, voilà, globalement, comment on va aborder notre sujet aujourd'hui en 6 étapes qui correspondent globalement aux 6 étapes, les principales étapes pour créer sa société. On va commencer par se questionner sur les statuts, voilà, comment choisir ces statuts, quelles sont les choses à bien penser au moment de la préparation des statuts de la société, bien sûr. Ensuite, on s'attardera sur la question du choix du régime fiscal. On reviendra sur la procédure pour le dépôt du capital auprès de la banque, la parution au journal d'annonce légale. Ensuite, on parlera un peu plus des formalités, on va dire, en termes pratiques avec le centre de formalités, jusqu'à l'obtention du sésame, l'extrait cabis, la pièce d'identité de votre société. Ouais, alors David, je te coupe juste parce qu'il y a Béatrice qui nous demande est-ce que c'est adapté pour une EIRL histoire qu'elle ne suive pas pour rien. Mais qu'est-ce que tu en penses? Il y a quand même pas mal d'étapes par lesquelles elle est concernée. J'ai l'impression que pour une EIRL, donc une entreprise individuelle à responsabilité limitée, on va pas être exactement dans le sujet parce qu'on va voir beaucoup de choses aujourd'hui qui s'intéressent en réalité aux sociétés et l'EIRL n'est pas une société. Voilà, le URL est bien une société, mais en matière d'EIRL, là, il y a beaucoup de choses qu'on va voir qui vont pas concerner les EIRL malheureusement. Ok. Ce qu'on peut dire à Béatrice, c'est simplement, si vous voulez rester, pas de souci, ce sera toujours une petite formation. Et les slides vont pas durer non plus une éternité. Hein. Béatrice, on pourra revenir rapidement sur les différentes étapes pour une EIRL, parce que c'est beaucoup plus simple, hein, juste après la présentation des diapositives. On peut en profiter pour faire un point là-dessus. Effectivement, c'est pas quelque chose qui nous prendra énormément de temps. On peut, voilà, on en profitera pour faire un point, principalement au moment de l'étape 5, on va dire, parce qu'en réalité, les premières étapes, les 4 premières étapes vont plutôt intéresser les sociétés. Mais promis, on en parle à partir de l'étape 5. On fera un petit point pour comment on crée son EIRL et puis ce qu'il faut préparer. Ok, super. Je te laisse poursuivre du coup. Allez.
Donc, on va tout de suite commencer avec les statuts. Alors, souvent, c'est une question que, voilà, les statuts, à quoi ça correspond? C'est souvent quelque chose qu'on a entendu, les statuts d'une société. Il faut bien savoir, les statuts, c'est juste un contrat. C'est un contrat entre les associés dans lequel on va fixer les règles de comment on va fonctionner ensemble. Et vous allez me dire régulièrement, oui, mais moi je veux être tout seul. Et effectivement, on peut faire ce contrat de société avec soi-même, dans le cadre d'une SASU par exemple, ou d'une URL tout simplement. Et dans ça là, le contrat, il va globalement indiquer comment on va organiser la société, comment on va prendre les décisions, et puis rappeler les caractéristiques principales de la société. On va revenir globalement sur les différentes caractéristiques aujourd'hui, et on va faire le point sur tous les éléments qu'on a besoin de prévoir pour rédiger les statuts. Donc on va commencer avec la raison sociale. Alors, qu'est-ce que la raison sociale? Derrière ce mot, on cherche à indiquer le nom de la société. Également, on entend aussi régulièrement l'appellation dénomination sociale. Tout ça, ça correspond à la même chose, c'est le nom que l'on va donner à la société, son nom de personne morale. On va le distinguer du nom commercial ou encore de l'enseigne, qui sont des noms qui vont avoir, alors comme leur nom l'indique, plutôt une vocation commerciale pour la communication ou pour faire connaître l'entreprise sous un nom d'enseigne lorsqu'on a par exemple une boutique qui porte un nom d'une enseigne. Mais voilà, vraiment la dénomination sociale, c'est le nom qu'on peut donner à la société. Ça peut être un nom d'ailleurs sur lequel on va assez peu communiquer, qui va pas être forcément le nom le plus vendeur, surtout si on met un nom commercial derrière. Voilà. Ce qu'il faut faire important avec cette dénomination sociale, la raison sociale, c'est que voilà, ça va être un des éléments d'identification de la société vraiment important. Et du coup, il faut vérifier qu'on a le droit de l'utiliser. Vous avez déjà dû entendre un certain nombre de difficultés qui peuvent se poser vis-à-vis de la dénomination sociale, notamment lorsqu'elle n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'il faut vérifier, au moment où vous allez choisir le nom de votre société, il faudra vérifier que celui-ci n'est pas déjà utilisé. Alors déjà pour vous, parce que ça va vous assurer potentiellement d'utiliser un nom qui est disponible, et pour vos clients, ça va éviter qu'ils se retrouvent dans une situation où, quand ils cherchent à se rapprocher de vous, qu'ils ne tombent pas sur quelqu'un d'autre. Donc c'est important pour aussi isoler votre identité, votre société. Et c'est très important aussi que vous utilisiez uniquement un nom qui n'est pas déjà utilisé pour éviter que quelqu'un vienne vous le reprocher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous décidez, alors moi, si par exemple demain je veux créer ma société et que je décide personnellement d'appeler ma société Doobs, j'ai peur de rencontrer quelques ennuis avec un certain Patrick Maurice. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de lui, et je suis pas sûr qu'il apprécierait beaucoup qu'aujourd'hui je crée une société qui porte le même nom que la sienne, notamment si en plus c'est pour des activités de conseil. Là, je pense qu'il pourrait ne pas être satisfait, et je risquerais très très probablement, alors au mieux, un courrier dans lequel il me dirait David, c'est très sympa ce nom de société, par contre, il va falloir changer parce que sinon ça va pas être possible. Ensuite, qu'est-ce que je risque? Surtout, ça serait éventuellement des poursuites judiciaires qui me rendraient dans l'obligation de changer de nom. Pourquoi je serais obligé? Parce que le nom était déjà utilisé avant. On va principalement se baser sur une question de date, c'est-à-dire qu'il a créé sa société avant moi, il a utilisé le nom, les clients le reconnaissent avec ce nom, donc moi je ne peux pas me permettre de venir créer une confusion dans l'esprit des clients en me faisant passer pour lui. À partir de là, c'est important de vérifier donc si le nom que vous avez envisagé pour votre société est déjà utilisé ou non. Alors il y a plusieurs méthodes pour le faire. La première est très simple, vous pouvez vous rendre sur le site infogreffe.fr et là vous avez accès sur le site infogreffe.fr à une barre de recherche dans laquelle vous pouvez rechercher n'importe quel nom de société. Vous pouvez taper à peu près tout ce qui vous passe par la tête et le site vous renverra
vers une page de résultats en fonction des noms que vous avez tapés. Vous pourrez voir s'il existe des sociétés avec un nom proche ou même des fois des sociétés, alors si vous pouvez tomber avec des sociétés qui ont un nom relativement proche, mais dans des secteurs d'activité ou à des endroits très éloignés. Si vous avez une activité qui va s'implanter localement, potentiellement, ça pourrait ne pas poser problème. Donc ça peut être une première étape pour vérifier que le nom de votre société est disponible. Et ça vous permet ensuite d'être plus rassuré dans ce choix. La deuxième étape que je vous recommande, c'est d'aller vérifier qu'il n'existe pas une marque déposée au nom que vous voulez utiliser. Et alors là, vous pouvez, à l'aide de Google, vous rendre sur le site de l'INPI. Il existe une possibilité de faire une recherche sur la base de données de l'INPI pour vérifier que le nom que vous voulez donner à votre société ne fait pas l'objet d'un dépôt de marque. Si demain je voulais créer ma société et l'appeler Coca-Cola, je rencontrerais un certain nombre de problèmes vis-à-vis du dépôt de marque que fait l'objet déjà ce nom. Et donc, je me retrouverais bien embêté si jamais j'utilisais un nom qui fait l'objet d'une marque et qui est exploité comme cela. Une fois qu'on a fait ces démarches, ça nous permet de faire le point là-dessus et d'être sûr de ne pas avoir d'ennui, parce qu'effectivement, le risque principal, c'est de se retrouver à devoir changer de nom. Dans le meilleur des cas, ça c'est la solution la plus rapide. C'est-à-dire que si on se retrouve avec quelqu'un qui demain vous reproche d'avoir utilisé un nom qu'il utilisait déjà, on va devoir changer de nom et ça malheureusement, ça va avoir un coût pour vous, puisqu'il va falloir faire une annonce dans le journal d'annonce légale, il va falloir faire une modification de votre extrait CABIS et une modification de vos statuts, parce que la dénomination sociale apparaît bien dans vos statuts. Du coup, tout ça, ça va avoir des frais. Et là, on parle uniquement de des frais pour faire les modifications. Potentiellement, si on ne fait pas la régularisation, qu'on continue d'utiliser le nom, alors là, la personne qui subit le préjudice pourrait être en droit de vous poursuivre en justice. Et alors là, les frais peuvent aller très loin avec des dommages et intérêts éventuellement importants, et quand même l'obligation de changer de nom pour la société. Voilà, donc vraiment c'est une étape assez importante. Et globalement, il faut pas oublier que c'est vraiment un élément qui va permettre d'identifier votre société. Donc plus il est personnel, plus il vous ressemble, plus il va faire penser à votre activité, plus ça vous permettra aussi à vous d'avoir une base de communication vis-à-vis de vos clients pour créer vraiment une identité, une culture autour de votre entreprise. Donc c'est un point qu'il faut bien préparer à l'avance. Est-ce que vous avez des questions sur cette dénomination sociale, sur la raison sociale de votre entreprise? N'hésitez pas à les poser dans le chat. C'est avec grand plaisir qu'on y répond. Voilà. Globalement, on choisit le nom. On va essayer également d'éviter les noms de sociétés dans lesquels on pourrait intégrer votre nom de famille, par exemple. Alors, je vous prends un cas très simple, parce qu'en fait, on a eu des histoires avec ça. Alors, je dis pas nous, mais dans le passé, il y a eu des affaires comme ceci. C'est-à-dire que quelqu'un avait créé une société avec son nom de famille, et un beau jour, il a voulu céder sa société. Très bien, il cède sa société. La personne qui rachète la société rachète la société telle qu'elle existe, donc avec le nom de famille de la personne qui l'a créée. Donc, admettons, Monsieur Dupont vend sa société, la société Dupont père et fils. Et là, la personne qui rachète la société a une activité commerciale professionnellement il n'est pas au niveau de Monsieur Dupont. D'un point de vue de la réputation, ça fonctionne mal. Et là, Monsieur Dupont, il se sent un peu floué parce que la réputation qui est attachée à son nom de famille, parce que c'est le nom de la société, et du coup, pour sa réputation personnelle, ça lui porte préjudice. Sauf que comme il a cédé la société, il a cédé le nom et il a donc cédé en réalité des droits sur son nom de famille d'une certaine manière. Et donc ça peut poser problème un jour en cas de transmission de votre entreprise. C'est des questions qui peuvent se poser. Donc moi, je vous recommande plutôt
d'essayer voilà, de trouver quelque chose de plus, mais éventuellement plus fantaisiste, qui fasse penser à votre activité, en essayant d'éviter plutôt d'intégrer des particules de votre nom de famille pour éviter de rencontrer ce genre de difficultés. Ok, du coup on a Ram qui a posé une question, effectivement il demande s'il a une SASU, est-ce qu'il peut par la suite, sur la même SASU, créer deux noms commerciaux pour deux activités différentes? Est-ce que c'est Alors, possible? au niveau des noms commerciaux, on va en avoir qu'un seul. Par contre, ce qu'il est possible, c'est d'en attacher un sur des établissements. Si on a plusieurs établissements, on va pouvoir rattacher des noms commerciaux sur chaque établissement. Donc, par exemple, si j'ouvre une enseigne avec un nom commercial, j'ouvre un établissement à Lyon, je vais pouvoir, au niveau de la déclaration, au moment de l'ouverture de l'établissement, mettre un nom commercial dessus. Et si après j'ouvre un établissement à Paris ou dans n'importe quelle autre ville, lorsque je vais faire ma déclaration d'ouverture d'un établissement, là, je vais pouvoir mettre un nom différent sur cet établissement. Donc, voilà, pas si j'ai une seule société qui exerce dans un seul établissement plusieurs activités, malheureusement, ça va pas être possible. Par contre, si je split mes activités dans différents établissements, je vais avoir la possibilité éventuellement de pouvoir manipuler un peu plus facilement le nom commercial pour mes deux activités. Voilà. J'espère que ça répond à la question de RAM. Et voilà. Ah oui, oui, je pense, hein, mais de toute façon, je pense que tu peux dérouler, on répondra aux questions au fur et à mesure qu'elles arrivent sur le chat, hein, tranquillement. Parfait. Et éventuellement, pour répondre peut-être plus précisément à la question de RAM, ce qui pourrait être envisageable si on avait un seul établissement pour les deux activités, c'est d'avoir un nom qu'on met en dénomination sociale, un qu'on déclare en nom commercial, et comme ça, en fonction des activités qu'on peut avoir, on pourrait éventuellement communiquer autour de ces deux dénominations, de ces deux appellations. Ça permettrait de basculer de l'une à l'autre sans trop de difficultés. Voilà pour la dénomination sociale. Alors, on en reviendra s'il y a des questions, on pourra revenir dessus, bien sûr, il y a aucun problème. On va du coup continuer sur la question de l'objet social. Alors, l'objet social, qu'est-ce que c'est? Derrière ce nom barbare d'objet social, en réalité, on parle de quelque chose de très simple, c'est votre métier, c'est votre activité, c'est ce que vous allez réaliser. L'objet social, c'est simplement l'activité que vous allez donner à votre société, ce qu'elle va faire. Alors, ça peut être du conseil, ça peut être de la vente, ça peut être voilà, tout ce qui est imaginable. Et pourquoi c'est important qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même des pièges à éviter. Quand vous allez devoir choisir votre objet social, la manière dont vous allez le préparer, le rédiger, il faut avoir en tête que votre société, son champ d'action, et du coup le champ d'action de son représentant légal, va être limité à l'objet social. Si je crée une société pour faire du conseil en informatique, eh bien, par principe, ma société ne peut faire que du conseil en informatique. Elle ne va pas pouvoir aller faire des prestations d'expertise comptable, par exemple. Bon, au-delà du fait que c'est une activité réglementée, mais on va revenir sur les activités réglementées un peu plus tard. Donc, l'objet social, il faut le définir suffisamment précisément pour que ça corresponde et qu'on comprenne bien votre activité, quelle est votre activité principale, votre cœur de métier, mais également, il faut envisager, on va dire, toutes les petites activités annexes ou connexes qui peuvent se rapprocher. Si je fais du conseil en informatique, peut-être que je vais être amené également à vendre un petit peu de matériel, faire des prestations annexes, voilà. Je peux tout de suite prévoir ça dans mon objet social pour essayer d'étoffer un peu mes activités et pas me retrouver bloqué dans un objet social qui serait un peu trop restreint, trop limité. Donc, il faut essayer de l'ouvrir aux activités qu'on va faire, éventuellement envisager les activités annexes et complémentaires à votre activité tout de suite. Alors, si vous oubliez de le faire, si jamais votre objet est trop ciblé, attention, on n'est pas piégé définitivement. Il sera toujours possible plus tard de le modifier. Il faudra faire par contre une extension de l'objet social ou une modification de l'objet social. Et ça implique, alors on en a parlé avant, hein, pour la dénomination sociale, ça va impliquer de modifier les statuts, de faire une annonce légale et de passer par la case greffe.
Et alors là, on en est déjà à la deuxième, mais à chaque fois qu'on va passer à la case greffe et à la case journal, à la case journal d'annonce légale, vous l'avez bien compris, à chaque fois on passe en réalité par la case chèque bancaire. Chaque fois, ça va vous coûter de l'argent. Et donc, plus on prépare bien les choses en amont, plus on fera des économies. Exactement, c'est ce que Nima nous met dans les commentaires. Exactement, à chaque fois, on va se retrouver avec des frais. Donc, il faut mieux essayer de préparer les choses, avoir un objet social relativement large, mais qui corresponde bien à notre cœur de métier. Comme ça, on est tranquille le plus longtemps possible. Évidemment, ces fois, on ne peut pas anticiper des modifications importantes de l'activité parce qu'on va avoir des opportunités professionnelles. Et dans ce cas-là, on ira faire les modifications nécessaires au niveau de l'objet social. On fera les formalités nécessaires pour modifier votre extrait de cabis. Ce que vous allez choisir dans votre objet social va définir votre activité principale. Et ça, c'est relativement important parce que du coup, c'est sur la base de ce qu'on va indiquer en activité principale que l'INSEE va vous attribuer votre code APE. Le code APE, du coup, il va vous classifier et puis si jamais vous avez des salariés, potentiellement, ça va aussi avoir un impact sur la convention collective applicable à vos salariés. Donc, il faut faire attention quand même à cette classification. Si jamais, alors l'INSEE attribue arbitrairement en fonction de l'activité qu'on a déclarée, l'INSEE va dire bon bah nous ça nous semble être plutôt ce type d'activité. Il est possible de demander à l'INSEE de le modifier. Il faut dans ce cas-là leur envoyer un formulaire. Alors la modification auprès de l'INSEE est gratuite, mais c'est eux qui ont on va dire le choix discrétionnaire de modifier ou non. C'est eux qui choisissent in fine le code APE qui sera le vôtre. On pourra le détailler si jamais ça pose souci, on va dire, le choix que fait l'INSEE en fonction de votre chiffre d'affaires ou du temps que vous accordez dans une activité. C'est comme ça qu'on va définir quelle est votre activité principale. Ok, et Aymeric, du coup, il nous demande qu'est-ce qu'on risque si c'est trop différent? Est-ce que tu peux faire un petit point là-dessus? Moi, j'avais compris qu'en gros, c'était si la société fait du déficit suite à une activité qui n'est pas dans les statuts, le patrimoine personnel, il peut être mis en danger, du coup, parce qu'on sort un petit peu du cadre de ce qui est prévu. Est-ce que c'est plus ou moins ça? C'est exactement ça, Romain. Globalement, ce qui va se passer, c'est que si jamais demain j'ai toute une activité que je développe qui n'est pas prévue par l'objet social, moi, en tant que représentant légal, eh bien, du coup, je ne respecte pas le contrat, je ne respecte pas les statuts, et du coup, on va pouvoir me reprocher. Alors, qui va me reprocher? On pourrait avoir deux cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont mes associés. Si on est plusieurs, ils pourraient me dire David, c'est très bien ce que tu fais, par contre, c'est pas du tout notre activité, et ils pourraient engager ma responsabilité en tant que dirigeant et me demander si jamais ça a causé un préjudice à la société, ils pourraient me demander de réparer le préjudice. Ça, c'est un premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, effectivement, si demain l'activité que j'avais développée avait généré des pertes importantes pour la société et que je me retrouve dans une situation où, par exemple, je suis en procédure collective, c'est-à-dire dans une procédure auprès du tribunal parce que je suis en défaut de paiement, on pourrait venir prendre mon patrimoine personnel et étendre la procédure à mon patrimoine personnel. Ça implique tout de suite de faire un petit rappel. Pour les sociétés commerciales, la plupart du temps, votre responsabilité est limitée à vos apports. On va en parler juste après sur le sujet sur le capital. Et du coup, ce type d'opération, c'est-à-dire venir développer une activité en dehors de l'objet, pourrait venir mettre à mal cette responsabilité qui est limitée et venir prendre mon patrimoine personnel pour couvrir des pertes. Voilà. Donc il faut faire attention quand même à ça parce que en cas de problème, de déficit et de perte, ça peut avoir un impact important sur ma responsabilité de dirigeant et donc sur mon patrimoine personnel. Voilà. Voilà globalement ce qu'on peut répondre à Aymeric en espérant. Alors l'objectif c'est pas de faire peur. Attention, hein, il n'y a pas la plupart du temps ça se passe vraiment bien. De toute façon, il faut un peu border les activités, prévoir un petit peu les activités complémentaires, mais voilà, il faut pas
Ouais, je ne voudrais pas vous faire peur avec ça, parce que la plupart du temps, ça se passe bien. Et puis, si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. On est là pour ça, c'est vraiment avec plaisir. Oui, et tu peux dire, je pense aussi que c'est important de changer l'objet social quand l'activité commence à devenir un petit peu significative, hein. Si vous voulez faire un Exactement. tout petit test, quelques ventes, je pense notamment certains qui développent un petit e-commerce en complément ou autre chose, le temps que ça prenne, que ça génère un petit peu de chiffres, vous n'êtes pas obligé dès le premier jour de modifier vos statuts. Par contre, dès que ça prend une part, un minimum significatif dans votre activité, là, effectivement, il faut faire la modification. Ok. Et j'ai Pascal qui nous demande du coup pour la reprise des frais antérieurs à la création d'entreprise. Voilà, un sujet qui concerne tout le monde. Est-ce qu'il faut que ce soit inscrit Exactement. noir sur blanc dans les statuts obligatoirement? Alors, en général, Pascal, ce que l'on fait, c'est que on prévoit à la fin des statuts un document annexe qui reprend les frais liés à l'immatriculation de la société, les frais antérieurs à l'immatriculation, et on prévoit qu'ils soient mis à la charge de la société, voilà, au cours du premier exercice, et également lors de la première assemblée générale ordinaire annuelle suite à la première clôture donc le premier exercice social, on peut reprendre les frais antérieurs pour les mettre à la charge de la société. Donc, en général, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est prévu dans l'annexe au statut, ou en général, c'est dans les derniers articles des statuts où on prévoit ça, avec en même temps qu'on donne pouvoir au président pour réaliser les formalités d'immatriculation. On prévoit également un certain nombre de frais qui vont devoir être faits pour l'immatriculation, ouverture du compte bancaire, voilà, les frais pour la création. Donc tout ça, ça va pouvoir être repris au compte de la société. Il y a aucun problème avec ça. Ensuite, je vois une question de Salima concernant la vente de produits marchands non réglementés pour un vendeur e-commerce. Quel impact cela a sur son choix pour vendre? Alors, globalement, euh, si votre objet social, ça serait vente de produits marchands non réglementés, je pense que ça serait un petit peu trop large. On pourrait partir de ça. Par contre, je pense qu'il faudrait essayer de mettre un peu plus de détails, notamment, par exemple, de préciser sur les produits alimentaires, non alimentaires, dans quel secteur, éventuellement. Alors, si c'est tout produit, évidemment, on peut rester sur quelque chose de large, mais ça peut être intéressant de détailler quand même un petit peu la gamme de produits, voilà, vers quoi on s'oriente plutôt si jamais il y a une orientation de prise, mais c'est pas forcément restrictif. Voilà, et on peut partir d'une base en étoffant, en disant notamment les produits de type informatique, technologique, etc., sans que ça soit restrictif pour voilà, se garder toujours cette possibilité d'aller sur d'autres activités, d'autres développements. Et comme l'a dit Romain, dès que ça devient éventuellement significatif, de faire une modification de l'objet social pour l'intégrer, voir si ça devient l'activité principale, de modifier l'objet social pour également modifier l'activité principale et voir modifier le code NAF, si le code APE auprès de l'INSEE pour si jamais ça devient nécessaire. Voilà. Euh, Concernant l'objet social, tout à l'heure, je vous ai parlé éventuellement des activités réglementées. Certaines activités font l'objet d'une réglementation spécifique. Alors, c'est toujours intéressant de se renseigner sur ces activités. Si jamais votre activité est une activité réglementée, globalement, on peut le trouver relativement facilement sur Internet en cherchant le mot-clé de votre activité avec réglementation. Vous avez un certain nombre de sites qui peuvent vous aider pour savoir si l'activité est réglementée ou non. Et il est important dans ce cas-là de faire le point éventuellement sur votre besoin en diplôme ou en autorisation ou des fois en équivalence, parce que certaines activités vont impliquer de devoir fournir des justificatifs sur le fait que vous ayez bien la compétence et la capacité de réaliser ces activités. Là, tout de suite, par exemple, on peut avoir en tête tout ce qui est activité liée à l'artisanat, où au niveau des formalités, on va devoir apporter la preuve que la personne est bien compétente
pour les activités artisanales qu'elle va réaliser. En matière de e-commerce, on peut avoir également un certain nombre de réglementations, si jamais on vend du matériel d'occasion, si jamais on vend par exemple des métaux précieux, il y a des réglementations spécifiques qui peuvent s'appliquer. Donc à chaque activité, chaque type de produit, il va falloir essayer de viser un peu, voir s'il n'y a pas des choses à vérifier pour préparer l'activité et éventuellement voilà, s'engager dans les procédures pour avoir les justificatifs nécessaires pour pas que ça bloque au moment du lancement de votre activité. Voilà globalement sur l'objet social ce qu'on peut dire. Voilà, le prévoir globalement avec les activités complémentaires, faire attention si jamais on est dans une activité qui demande des autorisations ou des compétences particulières, de s'assurer d'avoir réuni tous les éléments pour se lancer. Une fois qu'on a fait ceci, on peut, s'il n'y a pas l'air d'avoir de questions là-dessus, du coup, c'est avec plaisir, Salima, je vois votre merci. Donc, on va parler maintenant du capital social. Donc, qu'est-ce que le capital social? Effectivement, le capital social, c'est globalement, on peut le définir très simplement comme la somme de vos apports. Pour créer la société, vous allez apporter des éléments, apporter de la chose. Alors, des fois, c'est simplement de l'argent, du numéraire. Des fois, il y a également des biens qui sont apportés. On peut apporter un peu de stock, apporter du matériel si on en a. Tous ces éléments ensemble, valorisés. Donc, si c'est du matériel, on va prendre la valeur qu'il aurait si je l'achetais d'occasion, si c'est du matériel d'occasion. Si c'est du matériel que vous venez d'acheter neuf, il est probablement très peu de perte de valeur. Et puis, si c'est de l'argent, le montant apporté en numéraire, tout simplement. On va pouvoir calculer tout ça, et la somme de tous ces apports, ça va constituer le capital social. Alors, je vois que Nima nous pose la question, c'est un brevet. Alors, si c'est un brevet peut tout à fait être apporté à une société. Il n'y a aucun problème avec ça. Si ce n'est une chose, je vais attirer tout de suite votre attention sur la valorisation des apports. Exactement. Nima, le problème, il est exactement là. La question, c'est comment le chiffrer. Lorsqu'on va faire des apports à une société, type SARL ou SAS, ou EURL et SASU, ça va fonctionner de la même manière. On va devoir déterminer donc la liste des apports. Si nos apports en nature, c'est-à-dire les apports qui sont des biens, que ce soit des biens matériels ou immatériels, si ces apports en nature représentent plus de 30 000 euros, ou s'ils représentent plus que la moitié du capital social, je vous prends un exemple très simple, j'apporte 2 000 euros en numéraire, en argent, et 5 000 euros de matériel. Mais 5 000 représentent plus de la moitié de mon capital. Je vais devoir, dans ce cas-là, nommer une personne pour rendre un rapport sur la valeur que j'accorde au bien. Cette personne, c'est un commissaire aux comptes qui va rendre un rapport. L'inconvénient de l'intervention de ce commissaire, c'est que ça va être payant. Ça va être payant voilà. On peut dire aux alentours de 800 euros en moyenne. Ça peut être beaucoup plus selon les apports, ça peut être un peu moins. Voilà. Mais globalement, il faut essayer d'avoir à peu près ce chiffre-là en tête. Et donc, effectivement, les apports en nature peuvent faire intervenir un commissaire aux apports. Même si on fait intervenir un commissaire aux apports, celui-ci, il n'acceptera de valoriser les biens que s'il peut se rendre compte réellement de la valeur que ça donne. C'est-à-dire que si nous, on indique que le brevet qu'on va apporter, il nous semble valoir 200 000 euros, mais qu'on ne peut pas apporter d'éléments concrets qui permettent de démontrer que la valeur de ce brevet, c'est 200 000 euros, le commissaire aux comptes, lui, il va pas vouloir. Clairement, il va dire moi, je ne veux pas me statuer là-dessus parce que ça va engager ma responsabilité de commissaire. Voilà, donc, sur certains éléments qui sont compliqués à évaluer, des fois, ça va vraiment pas être simple de pouvoir les apporter à la société, où il va falloir essayer de les valoriser à des sommes relativement faibles pour qu'il n'y ait pas de prise de risque. Je pense qu'il faut voir aussi un petit peu l'intérêt
d'apporter un brevet, quoi, parce que c'est pas forcément essentiel, hein. Exactement. Si vous le possédez déjà, que vous montez, tu sais, nous, nos sociétés, il y a pas mal un seul associé, hein. Si vous possédez déjà le brevet et que vous montez une SASU, faut voir, hein. Des fois, c'est vrai que c'est utile, ça se valorise, c'est à l'actif de votre bilan. Des fois, bah, vous le gardez simplement chez vous, hein. Si ça coûte moins cher, ça évite d'intervenir. C'est pas obligatoire d'apporter un brevet pour s'en servir si c'est vous qui le détenez. Est-ce que tu es Exactement. d'accord avec ça, David? Parce qu'il faut Je suis aussi tout à voir. fait d'accord. Ok, bon, ça va alors. Globalement, pour compléter la réponse pour Ricky, effectivement, l'expert comptable, même le comptable, au moment de la création, peut vous aider pour dire, bon, bah, ça, effectivement, il faudrait plutôt l'évaluer de telle manière ou de telle manière. Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Et je rajouterais par rapport à ce que Romain disait, des fois, il est même préférable de garder certains éléments comme les brevets ou même les marques en son nom personnel, ce qui n'empêche pas la société de les exploiter. Et ça peut permettre de faire un contrat entre la société et soi-même pour mettre à disposition une marque ou un brevet et de prévoir éventuellement même une rémunération. Ça peut être une manière également de sortir de la trésorerie de la société pour valider enfin, voilà, pour l'utilisation d'une marque. Ça va être un contrat de licence de marque ou un contrat d'utilisation de brevet. Donc, c'est des choses qui peuvent être mises en place tout en maintenant les éléments de propriété intellectuelle dans votre patrimoine personnel. Donc, ça peut même être un outil intéressant de les conserver plutôt que de les apporter. Voilà. Donc c'est assez intéressant et puis ça peut permettre éventuellement des fois de transmettre des entreprises tout en gardant la propriété intellectuelle dans son patrimoine personnel. Donc ça peut permettre de faire pas mal de choses qui sont intéressantes. Donc effectivement, au-delà de dire je veux apporter tout un tas de biens, il faut également questionner l'opportunité et la pertinence des apports. Il n'est pas nécessaire d'apporter des choses si l'activité ne va pas en avoir la société ne va pas en avoir directement besoin. Voilà. Pour rappeler par rapport à tout à l'heure, je vous ai parlé du commissaire aux apports qui allait rendre un rapport qui, voilà, des fois, il peut être frileux parce que s'engage sa responsabilité. Pourquoi s'engage sa responsabilité? Pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, le capital social, des fois, vous allez pouvoir entendre, on dit que c'est le droit de gage des créanciers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, le capital social, c'est vu comme l'engagement que les associés ont pris en risque en apportant des éléments dans la société. Et donc, en tant que créancier, si moi, la société me doit de l'argent, en général, le capital social, c'est ce dont je suis garanti qu'il existe en valeur dans la société, puisque ça a été apporté par les associés et éventuellement validé par un commissaire aux comptes sous sa responsabilité. Ce qui rejoint aussi la notion de crédibilité et de solvabilité de l'entreprise. Des fois, vous avez peut-être pu lire qu'il est recommandé d'avoir un capital pas trop bas pour, par exemple, notamment si demain vous avez besoin d'un financement bancaire. C'est souvent quelque chose qui est regardé par les banques, le niveau de capital, pour accorder des emprunts, parce que globalement, un banquier, s'il regarde votre dossier, il va regarder, il va lui dire, bon, bah, très bien, dans votre société, vous avez engagé combien d'argent? D'accord, vous avez un capital de 10 euros, très bien. Eh bien, moi, je vous prête 10 euros. Voilà. Parce que je n'ai pas de raison de m'engager plus fortement dans votre société que vous-même. Donc, globalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce capital peut des fois influencer l'obtention de financement. Alors, pas forcément de manière aussi caricaturale que je vous l'expose ici, mais ça peut avoir un impact sur la crédibilité, la solvabilité, l'image donnée de votre engagement dans la société. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'il faut aller mettre un capital énorme à 1 million d'euros ou à je ne sais quelle dizaine, une centaine de milliers d'euros. Il faut essayer de trouver le montant juste qui correspond aux apports nécessaires pour la création de la société, permettre de gérer les premiers frais et un montant qui soit suffisamment correct pour, par exemple, euh, suffisamment ne pas rencontrer de difficultés pour le premier exercice. On va tout de suite d'ailleurs embrayer sur un point, c'est à la clôture de votre premier exercice, si vos capitaux propres sont inférieurs à la moitié de votre capital social,
vous pouvez être obligé d'avoir des formalités à accomplir auprès du greffe du tribunal avec une annonce légale. Ça, une des bonnes méthodes pour l'éviter, c'est d'essayer d'avoir un capital social un petit peu plus haut, parce que plus le capital social est haut, plus la moitié du capital social est une somme élevée. Et donc, potentiellement, moins on se retrouvera dans cette situation à la clôture du premier exercice qui nous force à avoir ces frais de régularisation après. On va voir aussi qu'on va s'en servir de la date de clôture pour éviter ça. Donc le capital, très important, il faut essayer d'être raisonnable, d'apporter ce qui est utile à la société, pas utile d'apporter énormément, il faut essayer de se fixer un objectif cohérent. Alors Nima pose la question de la libération. Effectivement, la libération du capital, c'est une très très bonne question. Au moment de la création, on n'est pas obligé de libérer l'intégralité du capital. On peut très bien libérer que la moitié. Et la loi nous dit, vous avez 5 ans pour libérer le reste. Alors là, moi, je vais tout de suite vous dire, attention, on va freiner des 2 pieds, même si c'est même un. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que dans beaucoup de cas, déjà, il va falloir éviter de dire, moi, je veux apporter, par exemple, 5 000 maintenant et j'apporterai 5 000 quand j'aurai fait du résultat, j'aurai pris de la rémunération. Parce que déjà, on n'est pas sûr de pouvoir les amener. Et qu'on a l'obligation, dès lors qu'on a dit qu'on apporterait 10 000, on a l'obligation de les apporter. Même si on a libéré 5 000. Donc ça, c'est une problématique, c'est-à-dire que si demain, ma société, finalement, j'ai des dettes ou que voilà, je rencontre des difficultés, on pourra me demander de verser la différence, même si j'avais libéré qu'à hauteur de la moitié. Ça, c'est une première problématique qui peut se poser. La deuxième problématique, c'est également le taux réduit d'IS. Aujourd'hui, à la clôture de votre exercice, si vous voulez bénéficier du taux réduit d'IS, vous avez l'obligation d'avoir votre capital social intégralement libéré. Et alors là, le coût fiscal, si jamais vous avez de l'imposition, il peut être vraiment, vraiment significatif. Donc moi, je vous recommande vraiment, si jamais vous envisagez de libérer partiellement votre capital, peut-être plutôt de dire on fixe le capital à une somme inférieure, le montant qu'on peut libérer, on est sûr de libérer maintenant, et éventuellement, plus tard, on augmentera le capital social si c'est utile, si c'est pertinent de le faire. Ça permettra de renforcer les capitaux propres et comme ça, vraiment, on est sûr, on est garanti, on n'aura pas de frais surprise et il n'y aura pas de mauvaise surprise. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec ça, hein. Il faut pas hésiter non plus. C'est pas parce que vous avez besoin de 10 000 euros pour démarrer qu'il faut faire un capital de 10 000 euros, hein. Le capital, c'est sympa d'avoir un capital important, mais plus pour présenter votre société, faire rentrer des nouveaux actionnaires, etc. Voilà. Si vous avez prévu d'être seul en SASU, par exemple, hein, ce qui est le cas de la majorité de notre clients, vous avez besoin de 10 000 euros, bah vous mettez un capital de 1 000 euros et vous faites 9 000 euros d'apport d'argent personnel, en fait. Mais ça, c'est beaucoup plus pertinent parce que tout cet apport d'argent personnel, vous pouvez vous le rembourser directement et sans que ce soit taxé. Tandis que le capital, vous pouvez bien sûr vous en servir pour faire des dépenses professionnelles, mais vous ne pouvez plus jamais le récupérer personnellement. Donc c'est un petit peu dommage d'être bloqué comme ça, juste pour avoir un capital de 10 000 euros affiché sur son cabis. Ça, c'est pas du tout utile. Et sans parler du fait de la libération, hein, effectivement, qui peut poser problème. David, il vous en a parlé. Grosso modo, pour schématiser, un capital non libéré, jusqu'à 38 000 euros de bénéfices, vous allez payer 2 fois plus cher d'impôts sur les sociétés que si le capital était entièrement libéré. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à compléter, surtout en cours de vie de la société, vous avez un petit besoin de trésorerie, faites un apport d'argent, hein. C'est gratuit, ça ne coûte pas de formalité, c'est beaucoup plus souple, vous pouvez vous le rembourser quand vous le souhaitez. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Romain. Et pour répondre, peut-être pour préciser pour RAM, effectivement, en réalité, c'est une condition pour bénéficier du taux réduit d'IS. L'administration fiscale exige que le capital soit intégralement libéré. Il faut qu'on ait versé tout le capital qu'on a indiqué dans nos statuts si jamais on veut bénéficier du taux réduit. C'est une condition sine qua non. Si on ne remplit pas cette condition, eh bien, on ne peut pas, on n'y a pas le droit, tout simplement.
Voilà, malheureusement, c'est l'administration fiscale qui fait que ça fonctionne comme ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on vous recommande plutôt de libérer intégralement. Et effectivement, ce que Romain vous indique, c'est effectivement plutôt de faire des apports en compte courant d'associés. Ces apports en compte courant d'associés pourront être remboursés à tout moment, notamment si vous êtes associé unique. Ça vous permettra de gérer votre trésorerie de la société et vos besoins personnels de manière beaucoup plus fine et avec un formalisme quasiment à néant. Ça va se résumer à faire des virements et à reproduire les mouvements, les flux financiers, les mouvements comptables dans votre comptabilité. Et là, votre comptable est là pour vous aider. Donc vraiment, ça sera beaucoup plus simple pour faire comme ça. Et, euh, et globalement, voilà, vous allez gagner en souplesse. Demain, si vous apportez tout en capital et que vous avez besoin de le récupérer, il y a des cas où ça va être possible, mais par contre, ça va impliquer de faire ce qu'on appelle une procédure de réduction du capital et ça va vous coûter beaucoup plus cher. Encore parce qu'on va passer par la case greffe, journal annonce égale. Alors là, je crois que vous avez bien compris qu'à chaque fois, on passe à la banque. Donc, ça va vous coûter de l'argent et potentiellement, ça peut générer également des impositions liées à des plus-values. C'est la société à prix de la valeur. Donc, vraiment, c'est pas, voilà, il faut essayer de trouver on va dire la bonne cohérence pour ces apports et pas hésiter plutôt à faire des apports en compte courant. Et d'ailleurs, je rajouterai tout à l'heure, je vous ai parlé de la crédibilité pour aller chercher des financements bancaires. Il est tout à fait possible d'avoir un capital relativement faible, de faire des apports en compte courant et de proposer à la banque de bloquer son compte courant, par exemple, pendant une durée de 3, 4 ans, 5 ans, si jamais la banque vous demande des garanties pour l'accord de financement. Comme ça, vous faites vos apports en compte courant, ils sont bloqués, vous avez vos garanties pour la banque, et à la fin de votre prêt, à la fin de la période de blocage, votre compte courant redevient disponible sans frais et vous pouvez vous le rembourser avec la trésorerie. Et ça sera vraiment beaucoup plus souple pour vous et ça sera plus simple et votre gestion aussi sera beaucoup plus fine. Oui, tout à fait. D'autant que pour les emprunts, souvent, le plus difficile, c'est d'avoir plusieurs bilans, si on en a besoin au départ, quoi. Parce que le capital, c'est bien, mais le banquier, il veut voir aussi si votre société tourne et il rapporte de l'argent à elle toute seule, quoi. Donc, c'est ça la principale difficulté au début, en général. C'est vraiment bien d'avoir 3 bilans, quoi. Et si vous n'avez pas 3 bilans, avoir un capital de 1000 ou 10 000 euros, c'est pas ça qui va faire la différence. Là, plutôt, ce qu'on propose en tant qu'expert, c'est plus vous faire un bilan prévisionnel, hein, certifié par l'expert comptable, quoi. Voilà. Et après, au bout de 3 ans, effectivement, là, si on se pose, la société fait du bénéfice, on peut se dire, bon, si j'ai besoin d'augmenter de quelques milliers d'euros mon capital pour avoir un gros financement, là, effectivement, c'est intéressant de le faire. Mais au début, c'est très rarement nécessaire, en tout cas, pour nos clients douces. Exactement. Et si on a fait les apports en compte courant, plus tard également, si on a besoin, on pourra basculer directement le compte courant dans le capital. On peut faire des augmentations comme ça. Voilà, il y aura plein de possibilités plus tard pour jouer avec ce compte courant. Donc c'est vraiment un outil formidable, il faut l'utiliser. Rapidement, on fait un point sur capital fixe ou capital variable, un petit peu la différence. Il est possible de prévoir au moment de la création que le capital sera variable. C'est-à-dire on va définir un montant qui est le plancher et un montant qui est le plafond. Ça doit correspondre globalement à un écart qui va de 1 à 10. Donc, par exemple, mon capital pourrait être variable avec un minimum de 10 000 euros et un maximum de 100 000 euros. Globalement, comment ça va fonctionner? Ça veut dire que si je choisis d'avoir une société à capital variable, entre mes deux fourchettes, je vais avoir la possibilité de faire des modifications sur mon capital de manière plus souple d'un point de vue des formalités. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin, à chaque fois que je fais un mouvement dans l'année sur mon capital, de faire toutes les formalités auprès du greffe du tribunal. J'aurai l'obligation de le faire qu'une seule fois par an, lors de mon assemblée générale ordinaire annuelle, où je devrais prendre une décision pour constater ou non la variation de mon capital. Éventuellement, si jamais il y a eu variation, dans ce cas-là, je ferai la résolution pour indiquer le niveau de variation et les formalités s'il y en a besoin. Les formalités interviendront uniquement si on doit descendre en dessous du plancher ou si on doit passer au-dessus du plafond. Dans ces cas-là, il faudra reprendre la manière habituelle
et faire les modifications avec les annonces légales, etc. Et passage au greffe du tribunal. Quand choisir d'être plutôt à capital variable ou plutôt à capital fixe? Là, je vous dirais, globalement, les sociétés à capital variable n'ont un intérêt vraiment important que si vous envisagez dans votre société des mouvements réguliers, c'est-à-dire des associés qui vont rentrer, qui vont sortir, et je dirais même plus d'une fois par an. Pour que ça soit vraiment intéressant, il faut qu'il y ait au moins un à deux mouvements par an. En dehors de ça, c'est un fonctionnement qui n'a pas forcément un grand intérêt pour vous et qui peut même avoir un risque. Et souvent, c'est une mise en garde qui est oubliée lorsqu'on parle de capital variable. Lorsque votre société est à capital variable, les associés ont le droit de demander à sortir quand ils veulent. C'est-à-dire que s'ils veulent sortir, vous devez leur racheter les titres. Si vous ne pouvez pas personnellement, il va falloir que la société les rachète. Et là, on peut se retrouver des fois dans des spirales un peu compliquées où finalement, on n'a pas spécialement le financement pour racheter les titres. Or, on a l'obligation de le faire. Donc voilà. Attention sur le capital variable. Des fois, c'est souvent vendu de manière peut-être un peu trop sexy. Si jamais vous n'avez pas beaucoup de mouvements, vous allez avoir votre société avec vous tout seul dedans. C'est pas utile de vous complexifier vos statuts et votre fonctionnement juste pour ça. Voilà. Il faut trouver le niveau de complexité adapté à votre situation. Après, on est tout à fait là pour vous conseiller au moment de votre création, pour vous dire attention là, ça pourrait être intéressant ou pas de le faire. Voilà. Mais je voulais quand même faire un rappel là-dessus. C'est souvent quelque chose qui pose question. Voilà. Ensuite, je vous propose de regarder, du coup, de se poser la question, voilà, sur la date de clôture. Au moment de la création de votre société, on va tout de suite se questionner sur quand est-ce qu'on doit clôturer son exercice. On parle là d'exercice social et ça va correspondre aussi à votre exercice comptable. La clôture de votre exercice, c'est la date à laquelle on va arrêter l'activité, on va prendre une photo et on va pouvoir regarder votre activité, ce que ça donne et faire le bilan. Donc, actif-passif et le compte de résultat. C'est la date à laquelle on va faire l'arrêté de vos comptes. Et donc, il faut choisir cette date pour qu'elle ait du sens vis-à-vis de votre activité. Je prends un exemple très simple. Si j'ai une activité extrêmement saisonnière de mai à septembre, il me semble pas très pertinent d'arrêter mon bilan en plein 30 juin. Si j'arrête mon activité au 30 juin, je vais probablement avoir dans mes comptes qu'une partie de mon activité et puis l'autre devra basculer sur l'année d'après. Ça sera plus intéressant d'un point de vue de l'expression des chiffres, de ce que vont pouvoir dire les chiffres de mon activité, d'essayer d'intégrer toute la saisonnalité de mon activité sur un seul bilan. Globalement, vous verrez souvent les entreprises clôturées au 31 décembre. Ça n'a une vraie pertinence que si vous êtes, dans certains cas, notamment si vous êtes à l'impôt sur le revenu. On va revenir juste après sur le choix fiscal. Mais voilà, il n'est pas du tout obligatoire de clôturer au 31 décembre de l'année pour coïncider avec l'année civile. On peut clôturer à l'issue de chaque mois ou de chaque trimestre. Donc voilà, on retrouve régulièrement des 31 mars, des 30 juin, 30 septembre. Et il n'y a pas de normes spécifiques en la matière. Il faut essayer de trouver la date de clôture qui correspond globalement pour bien fonctionner avec votre activité. Et donc tout à l'heure, je vous disais, le premier exercice, c'est utile de le faire un petit peu plus long parce qu'au moment de la création, on va vous demander de choisir la date de clôture de votre premier exercice. Vous avez le droit de passer une seule fois le 31 décembre, donc il faut juste faire attention à ce point-là. C'est-à-dire que par exemple, si je crée ma société aujourd'hui, je pourrais la faire terminer le 31 décembre 2022, pas plus, parce que je vais passer celui de 2021 et j'ai pas le droit d'en passer un autre le 31 décembre. Voilà. Donc l'amplitude, ça va être celle-ci. J'ai pas le droit de passer plus d'une fois le 31 décembre pour ma date de clôture. Par contre, ça me permet éventuellement de faire un premier exercice, vous voyez, qui peut faire facilement 18 mois et qui me permettra de faire un petit peu plus de chiffres la première année, laisser le temps de démarrer l'activité de manière un peu plus dynamique pour avoir un premier exercice un peu plus conséquent. Voilà, donc c'est un point également à prendre en compte. Oui, j'en profite aussi pour ajouter le petit point de vue comptable, hein, en complément du juriste.
Si vous clôturez au 31 décembre, il y a beaucoup de cabinets qui vont vous dire oui, clôturer au 31 décembre, c'est plus pratique pour nous. Les cabinets traditionnels. Nous, on n'est pas du tout dans cette philosophie, on est à l'inverse. Moi, j'ai plutôt envie de vous dire, si c'est pas tout à fait cohérent avec votre activité, évitez le 31 décembre. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que comme on a 80-90% de nos dossiers qui clôturent au 31 décembre, eh bien, fondamentalement, le délai de production du bilan pour les comptables, il est un peu plus long. Alors, évidemment, je suis pas d'accord avec Nima quand même, hein, il n'y aura pas du retard. Nous, on rentre le bilan dans les temps. Par contre, pour vous dire une moyenne, un bilan qui est fait hors 31 décembre, nous, on le rend dans 90% du temps en moins d'un mois. Voilà. Ce sont des délais de production extrêmement rapides qui sont permis par notre système un petit peu d'automatisation. Et comme pour les bilans au 31 décembre, en moyenne, c'est 2 mois, 2 mois et demi. Alors, en sachant qu'on a 4 mois et demi pour rendre le bilan au 31 décembre avec l'impôt sur les sociétés. Donc, vous aurez votre bilan dans les temps. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Par contre, plus on a son bilan vite, surtout quand on est chez Dougs, plus on est content. Et donc, à ce titre-là, essayez d'éviter, si possible, le 31 décembre. Voilà, tout simplement. C'est le petit plus du comptable qui complète un petit peu le conseil du juriste. Voilà. Tu as tout à fait raison. Je suis parfaitement d'accord. Du coup, je vous propose de continuer. Et ça, c'est une très bonne idée, Nima. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut aller chez Dougs. Vraiment, je suis parfaitement d'accord. Du coup, je vous propose de continuer sur la deuxième étape, le choix fiscal. On en a déjà rapidement, vraiment, on a effleuré le sujet. Globalement, on va avoir deux choix. L'impôt sur les sociétés ou l'impôt sur le revenu. Comment ça va fonctionner? Alors, on peut commencer sur l'impôt sur le revenu parce que c'est souvent celui que vous connaissez le mieux. L'impôt sur le revenu, ça va consister à rendre à peu près transparent votre société, transparente, d'un point de vue fiscal. C'est-à-dire que le résultat de votre entreprise, de votre société, on va le fiscaliser dans votre impôt sur le revenu, c'est-à-dire au niveau de votre barème progressif à l'impôt sur le revenu. Donc, il va être intégré. Alors, bien sûr, votre résultat comptable va être déterminé avec un certain nombre de déductions, avec les charges, etc. Voilà, on en bénéficie quand même. Par contre, votre impôt sur le revenu, du coup, au niveau de les bénéfices vont être imposés dans votre barème par tranche. Et donc, potentiellement, si votre tranche d'impôt sur le revenu est relativement haute, ça peut engendrer une imposition relativement importante. Effectivement, notamment si votre taux marginal d'imposition est élevé, du coup, vous allez forcément avoir une imposition qui peut être significative. J'ajouterais à ça également, selon les formes de société, le choix de l'impôt sur le revenu, ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle l'assiette des cotisations sociales. Si je suis à l'impôt sur le revenu et que, par exemple, je choisis d'être en EURL, gérant de URL, l'assiette de mes cotisations sociales ou à la sécurité sociale des indépendants, ça va être l'intégralité de mon bénéfice, de mon résultat. Et là, attention, ça peut faire très très mal. Donc il faut vraiment faire attention avec l'impôt sur le revenu parce que souvent on a du mal à maîtriser l'assiette d'imposition et on peut se retrouver avec une imposition assez forte. De l'autre côté, l'impôt sur les sociétés, donc on a déjà un peu parlé notamment par rapport au capital. Donc là, il faut retenir deux taux. Le taux réduit, 15%, jusqu'à 38 000. Alors Romain va peut-être me compléter avec moi, c'est 38 120 dans mes souvenirs, mais ça va peut-être bouger un petit peu au niveau du taux. Et puis au-delà, on est à 28%. Alors oui, petite précision là-dessus, si tu me permets, c'est bien 38 120, ça n'a pas bougé, à 15%. Ensuite, le reste, c'est bon, jusqu'à 500 000 euros à 28%. Et c'est ça qui va bouger. Si vous voulez, ça va baisser chaque année d'un demi% à partir de cette année jusqu'à atteindre 26%. Voilà, c'est ça la mesure qui a été mise en place par le gouvernement Macron, les petits ajustements d'IS. Donc le premier taux, il ne bouge pas jusqu'à 38 000, 15% c'est définitif. Le taux à 28, chaque année, à partir de 2020-2021, il va baisser de 0,5%. Voilà. Donc globalement, ce qu'il faut retenir du coup, c'est que au niveau de l'impôt sur les sociétés, votre société elle va pas être transparente fiscalement. C'est-à-dire qu'elle va payer son impôt. Par contre, ça veut dire qu'elle garde l'argent, votre société.
L'argent n'est pas versé, n'est pas disponible pour vous. Et si vous voulez récupérer l'argent d'une société qui a l'impôt sur les sociétés, il va falloir passer par d'autres mécanismes. Alors là, il peut y avoir la rémunération que vous percevez au titre de votre mandat de gérant ou de président. Et il peut également y avoir un versement sous forme de dividende. C'est plutôt comme ça on va faire sortir l'argent de la société. À l'impôt sur le revenu, le bénéfice, comme vous le payez les impôts personnellement dessus, il va souvent être attribué au niveau du compte courant d'associé et vous allez pouvoir appréhender l'argent. Au niveau d'une société à l'impôt sur les sociétés, l'impôt, il est payé par la société, mais l'argent, le résultat lui reste acquis, sauf à distribuer l'argent. Et donc là, il y aura une fiscalité personnelle à payer. Voilà. Donc, il faut bien distinguer ces deux schémas avec un impôt sur les sociétés qui est comme relativement bas dès lors qu'on va se retrouver dans une tranche d'imposition à 14% par exemple. Avec les prélèvements sociaux, ça peut aller très très vite. Et globalement, tout à l'heure, je vous ai parlé des cotisations sociales. Avec l'impôt sur les sociétés, comme la société n'est pas transparente, on va pouvoir parfaitement maîtriser son assiette au niveau de ses cotisations sociales pour déterminer justement la partie rémunération qui va payer, qui va générer des cotisations sociales et ce que l'on va payer, se verser par exemple en dividende. Et donc, ça va permettre de bien maîtriser son imposition et l'argent qui nous revient. Alors, je vois qu'il y a des questions. Ouais, tu veux que je prenne, parce que le chat, il y en a eu pas mal. La première, je crois que c'est Ousmane qui nous demande OK, l'IR sur 5 ans maximum, mais est-ce que c'est possible de rester à l'impôt sur les sociétés pendant 2 ans, puis de revenir à l'IR pour les 3 dernières années où c'est possible? Alors, effectivement, on peut opter. Alors, je pense que Ousmane fait allusion notamment pour les SAS qui, pendant 5 ans, peuvent opter à l'impôt sur le revenu. Il est toujours possible de passer de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés. Il faut faire l'option en début d'exercice, dans les 2 mois de début de l'exercice. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est les 2 mois. 3 mois. 3 Ouais. mois, très bien, 3 mois. Donc, c'est dans les 3 mois du début de l'exercice, on peut opter à l'impôt sur les sociétés. Attention par contre à ce changement de régime fiscal qui peut avoir des conséquences. Parce que d'un point de vue de l'administration fiscale, le changement de régime, ça entraîne ce qu'on appelle une cessation d'activité. De coup, en réalité, ils vont remettre à plat la fiscalité et ça peut entraîner certaines fiscalités, notamment si jamais on a des plus-values en cours, ce qu'on appelle les plus-values latentes. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est si jamais vous partez sur l'impôt sur le revenu, au moment où vous envisagez de passer à l'impôt sur les sociétés, bien faire le point avec votre comptable pour regarder les conséquences pratiques de cela, voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais effectivement, par contre, une fois qu'on est passé à l'impôt sur les sociétés, le retour en arrière n'est pas possible. Voilà, donc il faut bien faire attention. Ok. Ouais, moi, je rajouterais juste, pensez, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, David vous a dit qu'on pouvait étendre la durée d'un premier exercice. Hein, ça, évidemment, c'est vrai. Par contre, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, n'oubliez pas que ça marche par année civile. C'est-à-dire que, mettons que vous créez une société aujourd'hui, votre première date de clôture, ça va être le 31 décembre 2022. Eh bien, même si on n'a pas besoin de faire de bilan au niveau de la comptabilité, au niveau de votre fiscalité, il faut quand même faire ce qu'on appelle une liasse intermédiaire pour déclarer votre impôt sur le revenu de l'année civile 2021. Et ça a un coût. Voilà. Donc, il faut penser à ça. L'impôt sur le revenu, voilà, pourquoi pas. Sur les SAS, quand même à prendre avec des pincettes. Vraiment, n'hésitez pas à en discuter parce que le système est un peu flou et disons qu'il n'est pas parfaitement cadré, défini par l'administration. Et donc, pour l'instant, on en profite un petit peu. Mais c'est pas dit que dans les années qui viennent, il ne va pas y avoir des changements profonds sur l'imposition du bénéfice, quoi. Voilà. Ça, là-dessus, on n'a pas d'informations définitives, hein. Mais voilà, on regarde ça avec attention. Donc, vraiment, SASU à l'IR, il faut en discuter avec un professionnel avant de se lancer là-dedans. Très, très, très clairement, je partage exactement l'avis de Romain là-dessus. Il faut bien faire attention. Pour faire un point un peu sur là, je vois qu'il y a des questions. Salima, du coup, il n'y a pas de double imposition si on a l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que la société, en réalité, ne paye pas d'impôt elle-même. On prend son résultat, son bénéfice, et on l'intègre dans votre imposition personnelle. Si on est plusieurs associés, chacun va récupérer la quote-part
en fonction de ce qu'il détient dans le capital de la société et le déclarer dans son barème progressif à l'impôt sur le revenu. Et donc, l'imposition se fera uniquement sur votre imposition personnelle. C'est vraiment, voilà, c'est transparent. À l'impôt sur les sociétés, là, l'imposition va se faire au niveau de la société. Et si après, on va payer son impôt sur le revenu sur ce qu'on aura soi-même personnellement appréhendé. Donc, par exemple, si on se sera versé du salaire, on paiera l'impôt sur le revenu sur le salaire qu'on se sera versé uniquement. Voilà. Oui, on a mangé la question de Ram. Je vous avais pas oublié, Ram, j'allais juste y venir. Je laissais juste David finir. Ram qui nous demande, celle-là, je peux la prendre, pas de souci. Si on choisit l'impôt sur le revenu pour une SASU, est-ce qu'on devra payer les 15%, puis c'est l'ensemble des dividendes qui est pris en compte dans l'IR, ou bien c'est ce qu'on se verse directement? Alors, Ram, c'est ni l'un ni l'autre. En fait, si vous voulez, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, vous ne payez pas d'impôt sur les sociétés, jamais. Et il n'y a pas réellement de notion de dividende. C'est vrai qu'on peut en parler pour simplifier un petit peu, ça peut nous arriver d'employer ce mot, mais voilà. En fait, vous êtes imposé, par contre, pas non plus sur ce que vous vous versez. C'est ça l'inconvénient de l'impôt sur le revenu, c'est que ce n'est pas absolument pas souple. C'est comme ça et pas autrement. Et donc, du coup, on prend votre bénéfice comptable, ça c'est assez classique, hein, donc votre chiffre d'affaires moins vos charges, ça vous donne le bénéfice comptable, et tout ça, l'administration fiscale va considérer que c'est de la rémunération. Et du coup, vous devez déclarer tout ça, peu importe si vous l'avez retiré concrètement ou pas, vous devez déclarer tout ça sur votre déclaration d'impôt sur le revenu personnel, et c'est imposé au niveau impôt à la même hauteur qu'un salaire, donc avec les tranches classiques de l'impôt sur le revenu français. Voilà. Navré, mais on vous aurait pas oublié, c'est promis, on avait vu. Voilà du coup pour ce choix IS-IR, à cadrer toujours au moment de la création en fonction de votre activité, du prévisionnel, de vos revenus déjà qui sont extérieurs. Vous pouvez déjà avoir des revenus fonciers, des revenus de salaire qui font que voilà, c'est important de faire tout ça, de faire le point pour bien choisir le bon régime d'imposition avec toujours, voilà, comme l'a dit Romain, faire attention avec les SASU à l'IR, on ne sait pas trop combien de temps on va pouvoir profiter de ça, donc il faut faire attention. Alors oui, il y aura bien un replay RAM. Il n'y aura aucun problème avec ça. Voilà, je laisserai Romain en dire un peu plus là-dessus, mais il y aura le replay normalement du webinaire. Ah, bien sûr, aucun problème. Tous ceux qui se sont inscrits, dès la fin du webinaire, on vous envoie un petit mot. Et à l'intérieur, il y a le replay, déjà des slides, mais également de nos échanges. Aucun souci là-dessus. Ok, et du coup, il y a Ousmane qui nous demande, est-ce qu'il n'est pas possible de bénéficier de l'aide à la création d'une société où on touche le chômage? Alors là, je pense qu'il parle plutôt de l'ARE, peut-être que je vais le prendre, celui-là, c'est un peu moins juridique, et monter sa société à l'IR, car sinon, au moment de la première déclaration d'imposition, l'aide s'arrêtera. Alors oui, Ousmane, vraiment, si vous bénéficiez de l'ARE, l'IR, pour une SASU, c'est pas recommandé parce que ça va dans la case rémunération. Si vous voulez, le bénéfice est considéré un petit peu comme une rémunération presque de salarié. Donc, si vous avez la RE, clairement, j'ai pas besoin de voir vos chiffres pour vous conseiller l'IS. C'est une quasi-certitude, même comme ça à l'aveugle, je peux vous dire que l'IS sera bien plus adapté pour vous parce que l'IS, pour le coup, on parle de dividendes. Là, vraiment, c'est des vrais dividendes. Et les dividendes, c'est pas du salaire, si vous voulez. Dans votre impôt sur le revenu, ça va dans la case des revenus de capitaux mobiliers. Et du coup, peu importe le montant de dividendes que vous prenez, jamais ça ne remet en cause votre maintien d'allocation chômage. Voilà. Du coup, là, ce qui apparaît sur l'écran, c'est une petite capture d'écran de la déclaration qu'on va faire au moment de la création de votre société. Vous allez devoir choisir votre imposition avec la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est la partie, le 419 de l'imprimé M0 qui permet de faire ce choix. Je vois qu'il y a une autre question de Salima. Si on se verse un salaire pendant l'année, ce sera aussi imposable. Alors, en fait, si vous êtes à l'impôt sur le revenu, tous vos salaires vont se retrouver dans votre barème à l'impôt sur le revenu. Et en réalité, on va faire le point, c'est-à-dire qu'en fait, votre salaire, il ne sera pas déduit dans la société. Ce ne sera pas une charge déductible et tout sera intégré en tant que bénéfice dans votre impôt sur le revenu. Voilà comment ça va fonctionner. Si vous êtes à l'impôt sur les sociétés, vous allez payer votre impôt sur le revenu sur le salaire que vous êtes versé, et c'est tout.
si jamais la société ne distribue pas de dividendes, bah, il n'y aura pas de taxation supplémentaire. Alors, la société paiera son impôt sur les sociétés et vous paierez votre impôt sur le revenu, sur la rémunération que vous avez pris dans la société. Voilà comment ça va fonctionner. Au niveau du régime d'imposition, il faut également qu'on parle. Donc, globalement, si vous venez chez Douglas, de toute façon, on va partir sur un régime d'imposition réel. À quoi ça va servir? Simplifier réel, principalement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est des effets de seuil en fonction du chiffre d'affaires. Donc, voilà, plus votre chiffre d'affaires va être élevé, plus l'administration va vous demander de détails sur vos déclarations. Et donc, vous, pour le démarrage de votre société, vous allez avoir un régime d'imposition simplifié et ça fonctionnera très bien. Voilà. On n'a pas besoin de. C'est simplifié, obligatoire. Hein. Je crois que tu as dit on va partir sur le réel. Je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas, s'il y a quiproquo, peut-être que j'ai mal entendu, autant pour moi, mais ce sera simplifié, obligatoire pour tout le monde. Exactement, le régime simplifié obligatoire pour tout le monde. Pour la TVA, on a un petit peu plus de choix. Globalement, au niveau de la TVA, on a plusieurs options. La première option, ça va être éventuellement d'être en franchise de TVA, c'est-à-dire dans ce cas-là, vous ne facturez pas de TVA. Et ça veut également dire que vous ne récupérez pas de TVA. Donc là, il faut faire très attention à ce calcul-là, parce que du coup, ça veut dire que quand vous allez acheter des produits, vous allez acheter des biens, vous allez acheter des prestations, vous n'allez pas récupérer la TVA. Par contre, ça va vous permettre potentiellement de fixer vos tarifs à un prix hors TVA et du coup, potentiellement avoir une place concurrentielle relativement intéressante, notamment pour les particuliers. Selon les activités, effectivement, on a un barème pour les prestations de services. Alors, je crois que c'est 34 000 euros et c'est 85 000 euros pour la vente de marchandises. Je crois que c'est des plafonds de cet ordre d'idée-là. Ensuite, au niveau de la TVA. C'est ce qu'on peut retenir. Hein. De toute façon, ça ne sert à rien d'être plus précis. Hein. Moi, si vous voulez, je vous les donnerai après. Mais l'idée, c'est qu'il faut retenir ça et retenir que votre comptable, il est attentif à ça et il saura vous dire quand est-ce que vous dépassez les seuils et vous expliquer comment passer de la franchise à un régime classique. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la TVA simplifiée réelle, là, ce qu'on va s'intéresser principalement aussi, c'est au calendrier. C'est-à-dire qu'en fonction de la TVA que vous choisissez, le régime que vous choisissez, on va avoir des TVA, des déclarations de TVA avec des acomptes plus ou moins régulièrement, sachant que par exemple en TVA réelle normale, on va avoir une TVA à réaliser, déclaration à faire tous les mois, ce qui peut permettre de ne pas avoir trop d'avance de TVA à faire, de ne pas trop rembourser de TVA d'un coup. Et si on a par exemple beaucoup de frais, ça peut permettre de demander des remboursements de TVA plus rapidement. Voilà. Si on est en TVA simplifié, on va avoir des acomptes au cours de l'année et inversement à faire en fin d'année. Voilà. Globalement, pour schématiser le fonctionnement au niveau de la TVA, je ne sais pas si Romain, tu veux rajouter quelque chose là-dessus ou pas. Oui, moi je peux vous dire, si vous voulez, qu'après on en reparle en point comptable. D'ailleurs, il y a un petit webinaire initial. Pour moi, franchise, en fait, c'est intéressant dans un cas, quand vos clients, ce sont des particuliers. Pourquoi? Parce que les particuliers ne peuvent pas récupérer la TVA. Du coup, si vous facturez, mettons, 120 euros, sans TVA pour un particulier, ben, ça va vous coûter 120 euros. Avec TVA, vous allez devoir reverser 20 euros à l'État. Par contre, si vous êtes ce qu'on appelle en B2B, donc pour le jargon, si vous travaillez, que vos clients, ce sont des professionnels, là, il n'y a absolument aucun intérêt à être en franchise parce que, en fait, avec les professionnels, vous vous mettez toujours d'accord, ça c'est un conseil que je vous donne, sur du hors-taxe. Dès que vous êtes en professionnel, il faut réfléchir en hors-taxe. Et donc, quand vous allez négocier un prix avec un client professionnel, vous allez lui parler hors-taxe. Et après, pour lui, que vous soyez en franchise, donc vous facturez 100 euros, ou que vous soyez soumis à TVA, du coup vous facturez 120 euros avec 20% de TVA, bah lui, ça ne lui change rien, parce que la TVA, il va pouvoir la récupérer. Par contre, si vous vous mettez en franchise, vous ne pouvez plus récupérer la TVA sur vos achats. Ne serait-ce que, mettons que vous achetiez absolument rien dans l'année, rien que les honoraires comptables d'un cabinet comme Douglas, déjà il y a de la TVA dessus. Donc c'est vraiment une erreur, si vos clients sont des professionnels, de choisir la franchise. Si vos clients sont des particuliers,
Ça se discute, mais c'est vrai qu'en général, on aime bien profiter au maximum de la franchise. Notamment, c'est très pratique dans les activités de e-commerce. Pourquoi? Parce qu'on achète à l'étranger, donc de base, il n'y a pas de TVA à récupérer. Et par contre, on vend en France, donc potentiellement, il y aurait de la TVA à collecter si on n'était pas en franchise. Voilà. Et après, au cas par cas, évidemment, on en discute individuellement avec vos chiffres et votre activité sous les yeux. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà ce que je peux rajouter sur le sujet. Parfait. Je te remercie beaucoup, Romain. Du coup, on va poursuivre sur la troisième étape, très importante, le dépôt du capital. Alors, en quoi ça consiste? C'est très simple. Ça consiste à déposer l'argent qui va composer votre capital social auprès d'une banque. Il faut vous rapprocher de votre banquier pour faire le dépôt et ensuite le banquier va vous remettre une attestation de dépôt du capital. Qu'est-ce qu'il vous faut pour faire votre dépôt du capital? Et il ne faut rien de plus que l'argent à déposer et le projet de statut de votre société. Comme ça, le banquier s'assure que tout soit conforme avec les statuts de votre société. Si jamais vous avez des questions, vous recherchez des partenaires sur quelle banque ou quoi, n'hésitez pas à contacter votre comptable, nous contacter nous. On peut vous orienter sur des partenaires de confiance pour procéder à ces démarches. Voilà. Une fois qu'on a déposé son capital social, on est prêt à signer les documents et à faire paraître l'annonce dans le journal d'annonce légale. Alors malheureusement pour vous, ce n'est pas une publicité malgré le fait que ça emporte le nom. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà feuilleté les journaux, à la fin vous avez des annonces en bloc, en colonne, écrites en tout petit. Eh bien ça va être ça les annonces légales. L'objectif est uniquement de répondre à l'obligation légale de faire paraître une annonce pour faire la création de la société. L'objectif, malheureusement, c'est pas de vous faire de la publicité pour le lancement de votre activité. Et donc, on va souvent condenser au maximum cette parution pour réduire son coût. Alors aujourd'hui, le coût est normé, mais voilà, globalement, c'est pas une parution très intéressante, mais elle est obligatoire. Il faut la réaliser. Il faut qu'elle apparaisse dans le journal de votre département, du département du siège social. Et ensuite, on doit fournir le justificatif de cette parution au greffe du tribunal pour l'immatriculation de la société. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'annonce légale, elle doit composer les principaux éléments qu'on va retrouver sur l'identité de la société, sur l'extrait CABIS, le nom, la forme, le siège social, l'objet social, le montant du capital, qui sont les représentants légaux de la société. Voilà, pour faire simple, et également le lieu, le siège, le greffe du tribunal qui est concerné pour l'immatriculation. Voilà ce qu'on va retrouver globalement sur cette annonce légale. Et voilà. Il faut bien la rédiger. Si vous oubliez des choses, malheureusement, vous risquez de voir votre dossier rejeté par le greffe du tribunal et devoir refaire paraître une annonce. Et du coup, repayer le coût d'une annonce. Alors, ça coûte combien? Ça coûte environ, on va dire, il faut partir sur un package entre 150 et 200 euros hors taxe pour le coût de cette annonce légale. Voilà, il faut partir sur ce montant-là environ. Et si vous le faites, si vous confiez votre prestation à 12, notre package comprend l'annonce légale. Il n'y a pas de mauvaise surprise comme ça. Quels sont donc les documents rapidement? Alors le CFE. Le CFE, qu'est-ce que c'est? C'est le centre de formalité des entreprises. Votre entreprise, pour être immatriculée, il faut déposer le dossier de constitution auprès du centre de formalité des entreprises. La plupart du temps, ça va être la Chambre de commerce et d'industrie qui comprend un centre de formalité d'entreprise, mais on peut également déposer son dossier à la Chambre de métier et de l'artisanat, notamment si on a des activités qui relèvent de la Chambre de métier et de l'artisanat et qui impliquent qu'on doit être inscrit au répertoire des métiers. Ça peut engendrer des coûts supplémentaires. En fonction des départements, les grilles tarifaires sont un petit peu différentes. Et là, par exemple, la Chambre de métier peut demander des justificatifs professionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure quand on a parlé de l'activité. C'est à ce moment-là qu'il faut les fournir.
Mais il y a également d'autres CFE, hein, ça peut être l'URSSAF lorsqu'on est en micro-entreprise, ou ça peut également être la Chambre d'agriculture, qui est un centre de formalité si on a une activité agricole. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre activité, la personne qui va vous assister dans la création de votre société sait vers qui vous orienter et quel justificatif il faudra fournir. Ce qu'il faudra avoir prévu de toute façon, c'est les statuts, mais on les aura déjà préparés, on en a parlé avant. Il va falloir préparer une déclaration de non-condamnation et de filiation. Ça, c'est une déclaration sur laquelle on va faire apparaître le nom, prénom des parents des représentants légaux. Et on va indiquer, c'est une déclaration dans laquelle, en tant que représentant légal, par exemple en tant que président ou gérant de la société, vous allez déclarer ne pas faire l'objet d'une condamnation quelconque ou d'une interdiction, quelque chose qui vous empêcherait d'être nommé en tant que gérant ou président d'une société. Ce document-là à préparer. On a également donc besoin de l'annonce dans le journal d'annonce légale, on en a parlé avant. Mais également, il va falloir les pièces d'identité en cours de validité. Là, j'attire vraiment votre attention là-dessus. C'est très important qu'on puisse avoir vos pièces d'identité en cours de validité. Alors, il y a un bénéfice de 5 ans en fonction de la date d'édition de votre pièce d'identité, mais c'est important d'avoir ça. Ça peut être un motif de rejet de votre dossier par le tribunal si votre pièce d'identité n'est plus valide. Voilà. Si jamais vous êtes également un ressortissant d'un pays étranger, des fois, il arrive que les pièces d'identité ne sont pas traduites. Alors, certains pays font apparaître différentes langues. Par exemple, je pense à la Suisse ou à la Belgique, on peut avoir par exemple la langue en français sur la carte d'identité. Mais si sur votre pièce d'identité, il n'y a pas les mentions, par exemple nom, prénom, date de naissance en français, il sera important d'avoir une version traduite de votre pièce d'identité pour le greffe du tribunal. Malheureusement, sinon, votre dossier risque fortement d'être rejeté par le tribunal. Donc voilà, il faudra fournir tous ces documents avec l'attestation de dépôt du capital, l'attestation que vous aura remis la banque. Et une fois qu'on a tout ça, on peut procéder à l'envoi des documents au centre de formalité pour obtenir, alors j'ai pris un petit peu d'avance sur le diapositive, mais pour obtenir votre extrait CABIS. J'ai pris un peu d'avance sur les diapositives, mais c'est pas grave. On va en profiter tout de suite pour parler du registre des bénéficiaires effectifs. Ça, c'est une nouveauté qui est sortie il y a quelques temps. C'est sorti il y a 2 ans et demi maintenant sur ce registre des bénéficiaires effectifs. C'est quelque chose qui a vocation à venir aider le gouvernement dans tout ce qui est lutte anti-blanchiment. Et donc, il est désormais obligatoire, lorsqu'on crée une société, de déclarer sur un formulaire spécifique qu'on appelle la déclaration des bénéficiaires effectifs toutes les personnes qui détiennent plus de 25%, soit du capital, soit des droits de vote d'une société. Donc, toutes les personnes qui ont plus de 25%, on va devoir les déclarer en indiquant le niveau de détention du capital ou le nombre de droits de vote qu'ils ont pour compléter cette déclaration. Si jamais il n'y a personne, on pourrait avoir une société où tout le monde on a 10 personnes qui ont chacun 10%. Dans ce cas-là, on devra déclarer le représentant légal comme bénéficiaire effectif de la société. Voilà, il y a toujours des astuces. On va dérouler le formulaire pour le compléter de la bonne manière. Le registre des bénéficiaires effectifs doit être tenu à jour. Globalement, il va arriver certains moments où on va devoir le modifier. Par exemple, si on modifie, on fait des cessions de parts sociales, si on modifie le capital, si on change d'adresse en tant que personne, si on change le siège social de la société, il y a un certain nombre de fois où on va devoir également mettre à jour ce registre. Donc, ça fait partie des déclarations à modifier. Voilà. Carte d'identité, justificatif de domicile. Très important, on a besoin, lors de votre immatriculation, d'apporter la preuve que le siège social de votre société, vous avez le droit de le mettre à l'endroit où on le déclare. Et donc, il va falloir faire très attention à ça. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit vous êtes propriétaire de votre logement. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. En tant que propriétaire, vous pouvez domicilier votre entreprise à votre domicile, sans problème. Si vous êtes locataire, vous avez 2 options. La première option, ça va être de demander l'autorisation au propriétaire.
Et donc là, ça me permet de répondre tout de suite à la question de Ram. Si vous voulez domicilier votre société et que vous êtes un domicile en HLM, vous pouvez vous rapprocher de l'office HLM pour leur faire compléter, leur demander une autorisation de domicilier votre entreprise. Voilà, donc ils pourront vous l'autoriser. Si jamais, en tant que locataire, vous n'arrivez pas à obtenir l'autorisation du propriétaire des lieux pour domicilier votre entreprise, il vous reste quand même une possibilité. Il est possible de domicilier, un chef d'entreprise a toujours la possibilité de domicilier son entreprise au moment de sa création à son domicile personnel, mais c'est une domiciliation temporaire. C'est sûr, ça va, dans ce cas-là, la durée est limitée à 5 ans. Et à l'issue de la période de 5 ans pour cette domiciliation temporaire, il faudra régulariser la situation. Donc, régulariser la situation, ça peut avoir plusieurs effets. Ça n'implique pas forcément de déménager, ça peut être obtenir l'autorisation du propriétaire. Mais si on ne l'obtient pas, ça peut impliquer effectivement de devoir faire un transfert du siège social pour le mettre à un autre endroit. J'attire votre attention quand même là-dessus. Le transfert du siège social, c'est quelque chose qui a un coût, parce que, comme d'habitude, hein, toujours la même chose, annonce légale, greffe du tribunal, à chaque fois on passe à la caisse. Donc, si on a la possibilité de domicilier l'entreprise autrement, ça permet éventuellement d'économiser ces frais-là. Et attention, vraiment attention, si jamais on oublie de régulariser la situation, on encourt une sanction qui est la radiation d'office, c'est-à-dire que le juge chargé de la surveillance du registre du commerce et de société peut décider de vous radier votre société d'office du registre du commerce. Et là, c'est vraiment très compliqué parce qu'après, il faut aller rattraper la situation en faisant une requête auprès du juge, en fournissant tous les justificatifs nécessaires. Et vraiment, c'est pas très, très rigolo à faire. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ce point-là pour éviter les difficultés. Effectivement, Henrik, il est également tout à fait possible de faire appel à une entreprise de domiciliation. Donc, vraiment, il n'y a pas de souci avec ça. On va dire l'inconvénient d'une entreprise de domiciliation, c'est que du coup, vous allez devoir payer votre domiciliation parce que du coup, ça a un certain coût, même si des fois, vous avez des prestations annexes sur la gestion du courrier qui peut être disponible. Mais effectivement, c'est tout à fait possible de faire recours à une entreprise de domiciliation. Et dans ce cas, il faudra fournir le contrat de domiciliation en même temps que votre immatriculation, comme preuve du siège social de votre société. Alors, est-ce que je le recommande? Si c'est quelque chose qui vous semble pertinent, parce que vous n'avez pas d'autre solution, vous pouvez le faire. Maintenant, moi, ma recommandation, ce sera toujours d'essayer de limiter les frais qui n'ont pas, on va dire, qui sont pas un besoin vital pour votre activité. Du coup, si vous pouvez éviter de payer les frais d'une entreprise de domiciliation, conserver maximum de votre capacité financière pour lancer votre activité et développer votre activité, ça sera beaucoup plus utile. Donc, je ne vais pas dire que je vous le recommande, c'est une option qu'il faut garder en tête. Maintenant, c'est pas forcément la meilleure. Ram, effectivement, si vos parents sont propriétaires et qu'ils veulent bien domicilier la société chez eux, il n'y a aucun problème. Alors, en ce qui concerne l'affectation sur les impôts, a priori, il n'y aura pas d'impact significatif dès lors que vous ne transformez pas leur habitation en local commercial. Auquel cas, on peut avoir des problèmes, notamment liés aux déclarations d'urbanisme sur les locaux commerciaux. L'habitation de vos parents est censée rester un bien d'habitation. Donc voilà. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. J'attire votre attention quand même sur la CFE, puisque le choix de la domiciliation de votre entreprise va impliquer également le montant de votre CFE. Voilà. Donc il faut faire attention à ça, sachant que le montant de la CFE va varier en fonction des régions. Donc voilà. Alors les régions les plus intéressantes, je ne les ai pas en tête. Alors, je crois que sur Paris en ce moment, c'est pas trop mal. Je ne sais pas si Romain, tu as des informations là-dessus sur les montants de CFE, sachant que le calcul est un peu obscur, il me semble. Hein. C'est difficile à dire parce que si vous voulez, il y a la valeur cadastrale de votre bien. Il y a aussi, en plus de la problématique liée à la région. Donc très compliqué parce que d'une rue sur l'autre, c'est un peu comme la taxe d'habitation. Vous savez, vous habitez dans le même quartier que votre collègue et d'une rue sur l'autre, vous payez 3 fois plus de taxes d'habitation que lui sans savoir pourquoi.
Donc, très difficile à dire. Ce que je peux vous dire, c'est que la plupart de nos clients, ils n'ont pas spécialement de grand local. C'est soit une boîte de domiciliation, soit vous êtes domicilié chez vous. Et dans ce cadre-là, ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que vous allez payer la cotisation minimale, hein, qui est liée à votre région. Et on reste de l'ordre, on va dire, entre 70 pour vraiment les plus faibles, à 280, 300 euros pour les plus élevés. Après mon expérience, ça ressemble à ça, la CFE, pour une grande majorité de clients Dougs, au moins dans les premières années d'exercice, on va dire. J'en profite en même temps pour faire un passage sur le fait que dès lors que vous allez domicilier votre entreprise chez vous, il sera possible également de mettre en place ce qu'on appelle une convention de mise à disposition pour mettre à la charge de votre société une partie, par exemple, du loyer, en étant bien sûr tout à fait raisonnable. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire peser l'intégralité du loyer sur la société, mais on peut, dès lors qu'on a affecté une pièce, un bureau à la société pour son fonctionnement, envisager quelque chose de l'ordre à 30 à 40%, éventuellement avec un peu de frais liés à l'Internet, la téléphonie, l'électricité, voilà, ce genre de choses. Et ça peut permettre de faire un peu de charge sur la société pour diminuer son résultat qui sera taxé. Et puis pour vous, ça peut permettre d'être une petite source pour récupérer un peu de finances. Ouais, complètement, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on va avoir le temps de le faire tout de suite, mais regarde, on va mettre dans le chat, il se trouve que j'ai rédigé avec notre service de contenu un petit article complet dans le centre d'aide Dougs, qui est gratuit, hein, vous n'avez pas besoin d'être client pour le consulter. Et du coup, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la convention de disposition. Et point de vue comptable, moi, c'est vrai que dans le doute, on va dire, s'il n'y a pas d'intérêt très pertinent à domicilier sa société dans un local, j'aime beaucoup, notamment pour les conseillers, les prestataires de services de conseil, domicilier votre société chez vous. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, dès que vous allez vous déplacer chez un client, eh bien, vous allez pouvoir faire des indemnités kilométriques avec un véhicule. Voilà. Tandis que si vous êtes à une boîte de domiciliation, eh ben, le trajet domicile personnel chez un client, ça, c'est pas possible de faire des indemnités kilométriques professionnelles parce que ça se déclare sur votre impôt sur le revenu. Vous savez, vous avez 10% de frais indemnités kilométriques. C'est nettement moins avantageux que des indemnités kilométriques professionnelles. Donc voilà, avoir une jolie adresse, Champs-Élysées, oui, c'est bien, ça peut être utile, hein. Je ne vais pas vous dire le contraire, hein. Je ne suis pas du tout hautain là-dessus, mais ce n'est pas toujours le cas, d'accord? Donc du coup, si vous n'avez pas spécialement d'intérêt à être domicilié avec une adresse voilà, qui a le style, domiciliez-vous chez vous. Ça pètera un peu moins la classe peut-être sur vos statuts, mais vous aurez des indemnités kilométriques conséquentes dès que vous vous déplacez chez un client. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant à mon sens. Voilà. Merci beaucoup, Romain. C'est vrai que c'est un point hyper important et ça permet d'optimiser votre fonctionnement voilà, de manière très fin et très millimétrée. Donc, vraiment, c'est vraiment top. Donc, bon, je vous en ai déjà parlé, CCI, Chambre des métiers, ça peut même être d'autres. La plupart du temps, dans le e-commerce, dès que vous faites du commerce, voilà, on va être sur la CCI. Oui, il peut y avoir des frais de CCI, en général, c'est 70 euros. Au niveau de la Chambre de métiers, ça dépend un petit peu des départements. Les derniers que j'avais pu voir, c'était quasiment 200 euros. Donc, ça coûte beaucoup plus cher de s'immatriculer à la Chambre de métiers. Voilà. Après, ils ont revu les tarifs il n'y a pas très longtemps, mais globalement, la chambre de métier, ça implique souvent un surcoût quand même à prévoir. Et enfin, le Graal, l'extrait cabis. L'extrait cabis, c'est quoi? C'est la pièce d'identité de votre société. Dès lors que vous avez l'extrait cabis, votre société existe. Félicitations. Il n'y a plus qu'à se lancer. L'extrait cabis, c'est le greffe du tribunal de commerce qui vous le remet. Une fois que vous l'obtenez, surtout, prenez bien la peine de le vérifier. Il est établi sur la base des déclarations qui sont transmises à l'administration et il n'est pas rare des fois que l'on peut voir les greffes du tribunal fourcher sur des inscriptions sur les extraits. Voilà, prenez quand même la peine de le relire. Ce document-là, il va vous permettre d'apporter la preuve de l'existence de votre société. Vous allez pouvoir le fournir à votre banque pour débloquer le capital social, avoir votre compte bancaire
professionnel d'ouvert. Vous allez pouvoir l'envoyer à vos fournisseurs. Vous allez, à partir de là, avoir votre numéro de TVA intracommunautaire. Vous allez pouvoir vraiment vous lancer. C'est l'extrait cabis. C'est la dernière étape de la création de la société, mais en réalité, ce n'est que le début de votre aventure. Voilà, donc c'est vraiment le point où après, il n'y a plus qu'à y aller. Si on passe par Dougs, eh bien, si on passe par Dougs, vous avez toute une équipe juridique. Alors, il n'y a pas ma photo, mais j'en fais également partie. Il y a toute une équipe juridique qui se fera vraiment un grand plaisir de vous accompagner dans la création du début à la fin. On vous rencontre, on fait un rendez-vous, on fait le point sur votre besoin. On vous conseille au mieux pour vous préparer une société aux petits oignons, parfaitement adaptés à votre activité et à votre besoin. Et on vous accompagne jusqu'à l'obtention de votre cabis qu'on vous transmet. Et ensuite, il n'y a plus qu'à. Et on reste à votre disposition pour vous fournir tous les renseignements et le conseil dont vous avez besoin pour la création de votre société. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à les inscrire là dans le chat. On a encore quelques instants. Voilà, n'hésitez pas. Dans l'attente, je vais quand même vous parler du parrainage. Le parrainage, c'est la possibilité de bénéficier d'une réduction avec un mois gratuit en comptabilité. Si vous avez un parrain chez Dougs ou si vous parrainez quelqu'un chez Dougs. Et attention, le top du top, c'est qu'il est également possible de s'auto-parrainer. Si jamais vous avez déjà une société chez Dougs et que vous en créez une deuxième, vous avez déjà une SAS, vous allez en créer une autre, ou une SCI pour faire de l'investissement immobilier, vous pouvez auto-parrainer et obtenir 2 mois de comptabilité gratuite sur chaque société. Mais exactement, avec Dougs, on peut tout faire pour votre société RAM, c'est exactement ça. On peut absolument faire tout ce qui vous avez besoin, la création pour le conseil, la comptabilité avec l'équipe comptable qui sera là pour répondre à vos questions. Dougs, c'est votre partenaire idéal, très clairement. Ouais, attends, regarde, on peut tester un truc là. Hop, ça. Voilà, pour finir, si on n'a plus besoin des slides. Donc voilà, pour les dernières questions, hein, on est en duo. Du coup, écoutez, merci à tous. En tout cas, on va voir s'il y a des questions, hein, mais merci à tous déjà de votre curiosité, hein, parce qu'on dit petit webinar pour une création. En général, on préfère un entretien individuel, hein, mais voilà. Donc merci d'être venus. Nous, on s'est dit que comme il y a peut-être pas mal de questions, vous êtes un petit peu tous dans la même situation de découverte de ces formalités et quelqu'un peut potentiellement poser une question où vous vous dites « Ah oui, j'ai pas pensé à ça, mais la réponse m'intéresse. » Moi, j'ai l'impression, David, ça a plutôt bien fonctionné aujourd'hui. Et Ram, ah oui, qui nous dit pour le compte bancaire, on n'en a pas parlé. Que conseillez-vous Conto? Alors, oui, c'est vrai qu'on conseille pas mal Conto, mais pas parce que c'est la meilleure. Hein, il y a pas mal de banques qui peuvent vous convenir. Avec Conto, l'avantage, c'est qu'on a développé avec eux un partenariat qui permet de récupérer automatiquement les justificatifs que vous mettez sur votre petite appli mobile Conto. Voilà, vous êtes au restaurant, vous avez un frais, clac, vous prenez avec l'appli Conto la photo, eh bien, ça va automatiquement se répercuter dans Dougs. Ça vous évite de devoir le faire 2 fois. Mais Boursorama Pro, voilà, c'est très bien aussi. Hein. Nous, on se synchronise avec la totalité des banques professionnelles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, faut prendre une banque qui est adaptée à vos besoins. Conto, il y a un petit partenariat qui fait gagner un petit peu de temps sur les justificatifs en plus. C'est vrai. Ok, alors oui, là, on va partir dans les questions comptables, forcément, mais il n'y a pas de souci, on va regarder ça. Faut-il justifier mes ICA Pro si j'ai domicilié ma société chez une société de domiciliation? Alors oui, Émile, de toute façon, il faut toujours justifier vos indemnités kilométriques professionnelles. Sur Dougs, vous allez le faire une seule fois par mois, hein, pas de souci là-dessus, c'est pas obligé de le faire tous les jours. Par contre, chez vous, ce que je vous conseille de garder, c'est soit une petite feuille Excel, ou un carnet, si vous êtes un peu plus traditionnel, on va dire. Et là, vous listez vos déplacements au quotidien. Voilà, avec la date, le nombre de kilomètres et par exemple le nom du client que vous êtes allé voir, ou ça peut être prospection, visite des locales. Voilà. C'est ça qu'on va vous demander en cas, enfin que l'administration va vous demander en cas de contrôle fiscal.
Ouais, juste faire un fichier Excel, ça convient très bien. Pas de souci là-dessus. Il faut que ce soit alimenté régulièrement et que le contrôleur il ait une impression de suivi. Alors oui, Ram qui nous demande si on démarre la comptabilité sans comptable, peut-on par la suite, au bout de 6 mois, s'inscrire sur Dougs? Ou bien on est obligé de débuter dès le début? Alors non, non, vous pouvez tout à fait débuter au bout de 6 mois. Simplement, dans notre tarification, le forfait mensuel, il est par mois d'exercice. Donc si vous venez 6 mois plus tard, on va vous facturer les 6 mois d'un coup parce que les honoraires, c'est aussi pour faire le bilan et elles sont éclatées en mensuel. C'est pas juste pour l'utilisation du logiciel. Donc ce ne sera pas financièrement très intéressant, RAM, autant venir dès le départ, comme ça vous bénéficiez du suivi dès le départ. Et y a-t-il un moyen de réduire son CFE? Alors je pense que ça c'est peut-être plus pour toi, moi j'en vois pas énormément, quoi. Souvent Salima, si au départ vous allez payer la cotisation minimale liée à votre région, donc difficile de le réduire. Voilà. J'ai pas de meilleures astuces, donc malheureusement. Pour la CFE, parce que voilà, déjà vous allez payer le minimum. Alors peut-être pour répondre à Émile, en réalité la différence, ça vient du fait que si jamais vous avez domicilié la société chez vous, d'un point de vue de l'administration fiscale, dès lors que vous allez quitter votre chez vous pour aller chez un client, comme chez vous, c'est votre siège social, c'est le siège de votre entreprise, ben, le fait de faire ce déplacement de chez vous à chez un client, ce déplacement, il devient professionnel. Il est facile de valider le fait qu'il soit professionnel, puisque votre siège social, l'adresse de votre entreprise, elle est à la même adresse que la vôtre. Si jamais vous mettez un autre endroit, vous mettez une entreprise de domiciliation qui est même dans une autre ville, eh bien, ça sera plus compliqué de dire que depuis chez vous, étant donné que ce n'est pas un lieu reconnu comme professionnel, jusqu'à chez un client, eh bien, le déplacement, il n'est pas professionnel. Alors, on ne pourra pas présumer qu'il est professionnel du fait qu'on n'a pas déclaré les choses comme ça préalablement. Voilà. Je ne sais pas si c'est plus clair comme explication. Moi, je pense, encore une fois, si vous voulez, les déplacements domicile, lieu de travail, ça se déclare sur l'impôt sur le revenu personnel et c'est moins intéressant. Et en fait, quand vous avez votre société chez vous, domicile, lieu de travail, ça n'existe pas parce que fiscalement, on va toujours considérer que vous partez de votre siège social, jamais de votre domicile. Et si j'habite à Lyon et que ma société est à Paris, comment je fais? Si, vous pouvez déclarer, si vous faites des déplacements, par exemple, une visite d'un local ou en prospection. Mais non, si vous vous rendez de Lyon à votre bureau à Paris, là, vous ne pourrez pas déclarer professionnellement des indemnités kilométriques. Ok. Bon, écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. C'est clair pour tout le monde. Qu'est-ce que tu en penses, David? Bien, ça m'a l'air très bien. J'espère qu'on a pu vous apporter des réponses sur un maximum de sujets. J'espère que ça va vous aider pour avancer votre projet de création d'entreprise. Et c'est vraiment avec un grand plaisir qu'on pourra vous accueillir chez Dougs pour essayer de concrétiser tout ça ensemble. Voilà. Exactement. Et écoutez, si c'est bon pour tout le monde, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on espère tous vous retrouver très prochainement chez Dougs. On va se quitter comme on a commencé avec un petit peu de musique.